pour cette deuxième partie, j'aimerais plus parler de tout ce qui est innovation, parce qu'on entend beaucoup le mot innovation de nos jours, et plus précisément l'innovation dans l'industrie pharmaceutique. Mon rôle chez Takeda, donc je m'occupe, une de mes casquettes, c'est le côté acculturation des collaborateurs à l'IA générative. Et donc en fait, on essaie un peu d'instaurer ce côté innovatif, on va dire, en passant d'abord par l'acculturation des collaborateurs aux différents outils. Mais l'innovation, c'est bien plus que ça. Surtout quand on entend ce mot, ça peut parfois faire un peu peur. Donc j'ai envie d'avoir un peu ton avis à toi. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement le mot innovation dans la pharma? C'est un grand mot. Déjà, à la base, la mission première ou l'objectif premier de l'industrie pharmaceutique, c'est d'apporter des innovations thérapeutiques pour le patient. Donc, toutes les autres innovations qui peuvent exister ou coexister n'ont pour finalité que de servir cet objectif final qui est d'apporter des médicaments nouveaux et innovants pour les patients. Là, je vais faire une petite parenthèse sur l'innovation en France. L'innovation en France aujourd'hui, c'est compliqué. Elle n'est pas nécessairement financée à la hauteur qui serait souhaitée. On voit que l'enveloppe du médicament, elle était de 14 il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 9 Il y a environ 40 des innovations thérapeutiques qui, aujourd'hui, n'existent pas en France par le système de financement. Donc, la problématique du financement, elle passe aussi par des volontés gouvernementales de soutenir cette innovation pour pouvoir les apporter aux patients. Donc, ça, c'est sur le contexte français. Maintenant, dans nos entreprises, comme je le disais, les innovations, elles doivent passer par l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit de la production des ingrédients actifs jusqu'à la production du médicament, jusqu'à l'approvisionnement, jusqu'à le développement clinique, même parce que, bon, tu nous parles d'acculturation d'intelligence artificielle. Là, on se situe au niveau d'un siège avec des équipes qui sont situées dans un pays. Mais quand on pense à la puissance de l'intelligence artificielle et qu'on la déploie sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on peut vraiment être générateur de valeur ajoutée pour les patients. Si on pense juste à l'approvisionnement, par exemple, de réussir à optimiser cette chaîne d'approvisionnement pour avoir les bons médicaments situés aux bons endroits, c'est fondamental. Si on pense à tout le développement clinique, de réussir à identifier plus rapidement des molécules pour les amener plus rapidement vers le patient, c'est aussi aujourd'hui quelque chose qui est archi important. Quand on pense que le développement clinique d'une molécule aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine d'années, avec des milliards d'euros d'investissement. Si on peut réduire le temps de découverte d'une molécule qui fonctionne, c'est pour le bénéfice du patient. Donc, certes, on a besoin d'optimiser l'ensemble de nos process, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, au quotidien, elle va servir à, bon, si on prend des exemples très faciles, mais faire des comptes rendus de réunions plus facilement, écouter ou synthétiser des symposiums auxquels on assiste sans être obligé de prendre de notes, faire des présentations PowerPoint plus facilement. Voilà. Donc ça, c'est du travail au quotidien. Quelque part, le temps qu'on va libérer par l'utilisation de l'intelligence artificielle va nous permettre de faire autre chose et d'aller plus loin dans notre démarche. Donc ça, c'est juste critique. Mais en termes d'innovation, il y a autre chose. Pour moi, l'innovation, elle est, oui, certes, sur le médicament qu'on va apporter, mais elle est aussi organisationnelle au niveau du système de soins. On ne quantifie pas suffisamment l'apport du médicament en termes d'innovation sur l'amélioration du parcours de soins du patient. Il y a des médicaments qui, par exemple, étaient injectés à l'hôpital à un moment donné, qui aujourd'hui sont injectés directement chez le patient. Tout ça, ça permet de désengorger les hôpitaux. Il y a des médicaments qui permettent de diminuer des durées d'hospitalisation. Il y a des médicaments qui vont permettre de faire en sorte que le patient puisse avoir une thérapie plus ciblée, être mieux traité au regard de sa pathologie. Donc aujourd'hui, il faut regarder l'innovation non pas comme le médicament en tant que tel, mais tout ce qu'il apporte pour le système de santé. Il y a un aspect aussi qui est à mon sens, assez important et prégnant aujourd'hui. C'est tout ce qui doit être considéré en matière
matière de RSE. Donc, tout ce qui est innovation au niveau des process pour améliorer notre empreinte sur le système. Le médicament, aujourd'hui, c'est près de 50. Bon, je ne suis pas certaine des chiffres, mais je crois que c'est 50% de l'empreinte carbone qui est produit par les produits de santé à l'hôpital. Donc, on se doit de réussir à diminuer cette empreinte carbone. Et pour ce faire, on se doit d'être innovant. Un autre exemple d'innovation, c'est notre capacité à développer des partenariats innovants. Pendant longtemps, on a eu des cloisons qui existaient entre le privé et le public. De plus en plus, on voit des rapprochements qui s'opèrent entre le privé et le public, et c'est ce qui fait aussi qu'on peut innover parce qu'on pense différemment dans le public que dans le privé. Donc, de mettre toutes les personnes autour de la table, c'est ce qui permet aujourd'hui d'apporter des solutions qui soient différentes. Donc, l'innovation, elle peut être dans une manière de réfléchir, elle peut être dans l'amélioration d'un parcours de soins, elle peut être dans l'amélioration d'un processus. Donc, l'intelligence artificielle, bien évidemment que ça en fait partie, mais pour moi, si on se restreint à l'intelligence artificielle, ça devient un peu limitatif dans notre manière de voir l'innovation. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne s'arrête pas qu'à l'IA générative. Est-ce que tu penses que les industries pharmaceutiques, où est-ce qu'elles en sont par rapport à cette innovation, on va dire, mais technologique? Est-ce que tu penses, par rapport aux autres industries, on dit souvent que l'industrie pharma est un peu en retard par rapport à ce tournant technologique. Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Je suis partagée dans la réponse. On voit bien que le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est un effort, c'est une acculturation. Avant que ça devienne un réflexe, en fait, tout changement nécessite une adaptation. Si on se rapporte dans les années où on a eu la bulle web, les premiers sites Internet, notre première adresse email, moi, je me souviens, je me dis, mais c'est quand même étrange. On écrit quelque chose sur un ordinateur, puis l'autre personne le reçoit à l'autre bout. C'était un changement de paradigme. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans ce changement de paradigme où les gens ont besoin les collaborateurs ont besoin de dédier du temps pour en gagner plus tard. Et puis ça, c'est pas si simple que ça. Donc, j'imagine, donc je peux aussi te poser la question, comment toi, dans ton quotidien, tu vis ton travail, parce que c'est un travail d'acculturation, donc tu es vraiment dans la conduite du changement. Comme tu le vis au quotidien, peut-être que tu peux nous raconter aussi, toi, comment tu le perçois, mais je pense que les changements sont pas simples à opérer. Je suis totalement d'accord avec toi, dans le sens où il y a pas mal de personnes qui, dès qu'ils entendent d'innovation technologique, ils disent directement, oui, c'est de l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Ils vont nous prendre notre travail plus tard. Et on sent ce petit frein, c'est d'où la raison de pourquoi on acculture aujourd'hui. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il faut y aller step by step, donc commencer à acculturer pour comprendre et améliorer tous nos process pour, in fine, avoir plus de temps pour faire d'autres sujets et ces autres sujets aussi les optimiser grâce à par exemple l'IA générative et in fine avoir un impact plus important sur le patient. Et je pense que c'est ce côté de lier les deux, je pense qu'il est peut-être pas... Ça fait pas encore sens dans la tête de certaines personnes qui ne sont pas habituées. Oui, en fait, c'est ça. C'est les nouvelles technologies, ça fait peur. Comme tu le dis, du jour au lendemain, on est capable d'envoyer un email alors qu'avant, on envoyait des lettres. Ce changement peut faire peur, mais ce changement est nécessaire pour justement être plus innovant pour le patient derrière. Et puis, tu disais quelque chose qui était intéressant sur cette notion de remplacer les emplois. Je pense qu'il n'y a qu'à faire une recherche sur les outils d'intelligence artificielle pour se rendre compte que les réponses sont souvent assez standardisées, qu'il faut vérifier les éléments qui sont mis dans la réponse pour s'assurer de leur exactitude. Donc, dès lors qu'on a fait 3 ou 4 fois l'exercice, on se rend bien compte que l'humain va toujours être nécessaire dans ces interactions. Et de nouveau, le temps libéré par l'intelligence artificielle permet soit d'améliorer notre qualité de vie au travail, parce qu'on fait quand même... moi, je sais que j'ai cette chance d'avoir des collaborateurs qui sont absolument engagés, qui sont très investis dans ce qu'ils font, mais quelque part, on travaille beaucoup, parce qu'on a déjà cette chance d'avoir un métier qui fait sens. On sait pourquoi on se lève le matin. On a envie de faire améliorer le quotidien des patients. Donc, tu as envie de t'investir quand tu fais un métier comme celui-là.
Donc forcément, tu y dédies beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on peut réussir à se dégager du temps. Maintenant, la question du temps dégagé, moi, c'est un sujet qui m'anime particulièrement. Est-ce qu'avec ce temps dégagé, on fait plus? Est-ce qu'on fait différemment? Ou est-ce qu'on fait peut-être un peu moins? Donc ça, c'est libre à chacun. C'est une question philosophique personnelle. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis persuadée que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain, bien au contraire. Et je suis d'accord, j'aime bien à chaque fois utiliser, bon, c'est avec ma maman, elle est très... tout ce qui est IA générative au début, c'est vrai que elle avait un peu de mal, mais du coup, j'ai essayé de lui montrer cet exemple de, avant, on faisait les calculs à la main. Après, il y a eu la calculatrice et les gens ont commencé à dire, mais la calculatrice, ça va nous rendre bêtes, on va pas pouvoir faire nos calculs. Mais au final, utiliser la calculatrice, c'est pour gagner du temps, pour faire d'autres choses. Et comme tu le dis aussi, c'est peut-être aussi opérer différemment. Par exemple, l'IA générative, il faut maintenant aussi apprendre à faire des prompts pour que ça puisse nous donner un résultat qui est cohérent avec notre demande. Pardon. Et effectivement, aujourd'hui, je suis persuadée que ça ne remplacera pas notre travail, c'est juste ça va peut-être faire évoluer la manière dont on travaille aujourd'hui. Et puis si on va encore plus loin, je pense que ça peut aussi contribuer à améliorer l'intérêt du travail. Parce qu'il y a une quantité de tâches qui sont absolument inintéressantes qu'on fait parce qu'on doit les faire et qui ont le mérite de pouvoir être optimisées ou facilitées par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, quelque part, je pense qu'on peut rendre le travail plus agréable et plus intéressant par l'utilisation de l'intelligence artificielle. À suivre.